illustré par les théories qui sont très connues, les théories managériales, qui permettent de classifier les connaissances pertinentes dans un domaine. Et là encore, je voulais juste attirer votre attention sur ces aspects qu'on peut un peu revenir au processus de recherche scientifique pour justifier encore ce caractère scientifique du management. Alors, la réponse à ces 3 ou 4 questions fondamentales ils vont nous amener ou conduire vers, si vous voulez, la définition du processus du management qu'on vous voyez sur le schéma suivant. C'est que le management, et je reviens à la définition de tout à l'heure, il a besoin des ressources pour réaliser les objectifs à travers la mise en place d'un certain nombre d'activités. Comme vous voyez sur ce schéma, il y a les ressources de base qui sont les systèmes, les moyens humains, matériels, machines, les méthodes, la monnaie et le marché. Et puis les fonctions fondamentales, ce qu'on peut appeler aussi les activités principales du management qui composent ou qui constituent le processus en lui-même, qui sont la planification, la direction, l'organisation et le contrôle. Donc l'agencement entre ces activités qui constituent le processus signifie dans ce schéma que ces activités sont interreliées. Et le processus, ça veut dire que le management est composé de plusieurs composantes dont l'influence est mutuelle, ça veut dire chaque composante influence une autre, ça veut dire la planification, l'influence la direction influence l'organisation influence également la direction, ainsi de suite. Donc il y a une relation d'échange mutuel entre ces composantes pour réaliser les objectifs. Alors, juste une petite définition de ces concepts avant d'aller plus loin, c'est que la planification, c'est de décider à l'avance ce qui sera fait, par qui il sera fait, comment il sera fait et quand est-ce qu'il sera fait. Donc planifier, c'est de définir bien à l'avance un peu ce que je viens de dire, ce qui va être fait, comment, par qui et quand est-ce qu'il va être fait. L'organisation, là encore, c'est un concept trop large qui mérite beaucoup d'explications, mais juste on va le résumer, parce que quand vous allez revenir aux travaux d'Henri Mansberg sur l'organisation, eh bien vous allez trouver que pour lui l'organisation en tant que structure, pas en tant que technique, parce que quand on parle de l'organisation en tant que technique, on parle automatiquement de l'organisation du travail, de la mise en place des procédures. Donc pour lui, je cite toujours Mansberg parce que j'estime que c'est une référence très importante et c'est quelqu'un qui a une démarche méthodologique très importante qui a fait ses preuves et qui lui a permis bien évidemment d'élaborer ce qui est très connu ou ce qui a fait la renommée du Mansberg, à part les rôles du manager, les configurations organisationnelles. Pour lui, une organisation est composée de la division et de la coordination du travail, de la départementalisation et de la liaison entre les départements, et puis la problématique ou la question du pouvoir dans les entreprises ou dans les organisations, puis les buts de l'organisation et les facteurs contextuels. Là, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est un autre sujet, mais je voulais juste attirer votre attention sur le fait que le concept de l'organisation, il est très riche, il est très vaste, et voire même des fois, il est très compliqué. Donc, pour le management, ça englobe tout cela, mais nous allons le résumer pour dire qu'on entend par organisation comme activité du management le fait de concevoir et de maintenir le système, à travers bien entendu ce que je viens de vous rappeler comme principe. Et puis la direction comme activité principale est une fonction qui relève principalement des relations interpersonnelles. Donc là on touche directement à la dimension humaine de l'organisation, qui sont où on touche directement aux ressources humaines dans l'entreprise ou dans l'organisation,
et bien évidemment le contrôle qui est clair à mon avis. Et le contrôle, c'est de vérifier tout simplement est-ce que tout ce qui a été planifié a été fait, a été réalisé ou non. Voilà, si vous voulez, un peu le complément de processus du management à travers la présentation de ces activités fondamentales ou de ces activités principales. Je pense également qu'il est très important, avant de rentrer dans les détails du concept, pardon, de rappeler la différence entre le manager et le leader, puisqu'on a rappelé tout à l'heure la différence entre le manager et le gestionnaire. Il y a également une différence entre le manager et le leader. Si le manager gère la complexité par la planification et la budgétisation, il fixe les objectifs à atteindre dans un futur proche et en établissant des étapes précises qui vont lui permettre la réalisation de ses objectifs par la mobilisation des ressources, etc. Eh bien, le leader, il oriente l'entreprise dans le sens d'un changement constructif. Que le leader, si vous voulez, c'est quelqu'un qui doit avoir non seulement un œil sur l'extérieur de l'entreprise et un sur l'intérieur de l'entreprise, comme c'était le cas tout à l'heure du manager, mais je pense que le leader doit consacrer beaucoup plus de temps à ce qui se passe à l'extérieur de l'entreprise et moins de temps à ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise. Quand vous allez faire des recherches sur le leadership, eh bien vous allez trouver que le leader doit avoir un certain nombre de qualités. Et là, je fais référence à une célèbre étude de Cossé et Posner qui ont fait une recherche qui avait pour objectif de définir les caractéristiques ou les qualités d'un leader. Là encore, c'est une étude disponible et je vous recommande d'aller la regarder, Cossé et Posner, sur le leadership. Alors, ces deux auteurs américains, ils ont fait une étude sur 1 million de personnes. Leur objectif était d'identifier quelles sont les qualités d'un manager. Alors, dans la première phase, ils ont identifié 125 qualités. Alors, après avoir trié ces qualités, c'est-à-dire de supprimer celles qui existent, etc., ils ont arrêté la liste à 125. Ensuite, ils voulaient savoir quelles sont les principales qualités qui sont stables dans le temps, c'est-à-dire qui ne changent pas. Et là, ils ont identifié 5 qualités qui sont stables. Ça veut dire qu'on trouve chez les leaders, mais qui ne changent pas avec le temps. Pendant, je ne sais pas, une trentaine d'années, ils ont fait l'étude et ils ont remarqué que ces qualités sont stables, c'est-à-dire qu'on les retrouve chez les leaders. Et là, vous allez être surpris. Les 3 premières qualités n'ont rien à voir avec les études. Là, faites attention, ça ne veut pas dire que les études ne sont pas très importantes. Non, c'est pas ça. Mais sont beaucoup plus liées à la construction de la personnalité de l'individu. Alors, la première qualité d'un leader, c'est qu'il faut qu'il soit crédible. Et c'est honnête. C'est quoi la crédibilité? La crédibilité, c'est de commencer par soi-même. Si vous voulez demander aux gens d'être corrects, vous devez l'être vous-même. C'est-à-dire vous devez donner l'exemple. Vous devez commencer par vous-même si vous voulez que les gens vous suivent. Et ça, c'est le cas du manager. Je pense qu'un bon manager, un bon leader dans l'entreprise, c'est quelqu'un qui donne l'exemple. S'il veut que ses collaborateurs le suivent, et d'ailleurs, je n'ai pas donné tout à l'heure la définition de leadership, c'est la capacité de mener les gens vers la réalisation des objectifs. Et tout de suite, un concept très important ressort de cette définition, la capacité. La capacité, est-ce qu'elle est acquise ou elle est innée? Ça veut dire qu'on peut devenir un leader si on ne l'est pas, à travers le développement de ses capacités, ou la capacité elle est innée, on ne peut pas la développer. Et bien évidemment, la réponse à cette question elle est très simple. La capacité, chez certaines personnes, elle est innée, chez certaines personnes, elle est acquise. Donc, si vous n'êtes pas leader, vous pouvez le devenir, sachant bien qu'il y a certaines personnes dont les capacités sont limitées. Ça encore, c'est un autre sujet que je vais
pas aborder parce que ça va nous demander beaucoup plus de temps. Donc je reviens aux qualités du manager, de leader. La crédibilité, la vision. Un leader doit être un visionnaire. Un visionnaire, c'est quelqu'un qui est capable de se projeter dans le futur. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est capable de voir quelque chose qui va arriver que les autres personnes ordinaires ne sont pas capables de voir. Troisième qualité, c'est d'inspirer confiance. Alors regardez, crédibilité, honnêteté, vision, inspirer confiance. Et la quatrième qualité, c'est la compétence. Un minimum de compétence est très très important et nécessaire. Et puis la cinquième et dernière qualité d'un leader, c'est l'intelligence. Là aussi, un minimum d'intelligence est très important. Il y a des exemples et des tests que nous allons aborder au niveau de séminaires présentiels. Alors, il est clair aujourd'hui qu'il y a une différence entre le gestionnaire et le manager. Il y a une différence entre le manager et le leader, et dans la présentation vous allez trouver beaucoup plus de détails. Si je dois résumer ces différences entre gestionnaire, manager et leader, je dirais le gestionnaire fait l'administratif et le leader doit innover. Le gestionnaire c'est une copie et le leader c'est un original. Le gestionnaire maintient et le leader développe. Le gestionnaire concentre son attention sur les systèmes et la structure, et le leader doit concentrer son attention sur le personnel et sur les ressources humaines. Le gestionnaire exerce un contrôle serré et le leader il inspire confiance, etc., etc. En fait, la liste il est un peu plus longue, et cette liste il est issue, si vous voulez, du travail de Patricia Pitcher, que j'avais cité au début et qui a fait un excellent travail sur la définition du profil du bon leader. Voilà, si vous voulez, pour l'introduction générale qui nous a permis de faire le tour des concepts principaux qui structurent le processus du management, et puis également de répondre à un certain nombre de questions qui me semblent très importantes pour la compréhension de ce qui va venir par la suite en termes d'autres chapitres.